Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour cette première vidéo pour parler un peu de la Coupe du Monde. Alors, j'arrive un peu après deux guerres, parce que j'ai eu l'idée de me lancer sur YouTube, genre la semaine passée. J'ai fait mes prédictions pour la Coupe du Monde en vidéo, sauf que vous les aurez jamais. Parce qu'en fait, j'ai parlé pendant genre 1h30 devant la caméra, et ma voix s'est enregistrée en double. Donc le son du micro plus le son du PC, vu que j'y connaissais rien. Mon écran s'était pas du tout fait enregistrer. Donc c'est vraiment une vidéo de 1h30 de moi qui parle dans le vide avec un écran noir, c'est super drôle. Pourquoi je me lance sur YouTube Parce que ça fait un petit temps que j'ai envie de me lancer sur YouTube. À la base, mon idée c'était plus de parler de géopolitique, de politique, d'histoire, de géographie, de social, de culture. C'est un peu lié à mes études puisque moi je suis en master en relations internationales. Mais je me suis dit, pour commencer, vu que le foot c'est une énorme passion pour moi, spécialement le foot de sélection et que c'est la Coupe du Monde, je me suis dit, pour commencer, pourquoi pas tout simplement m'entraîner en parlant de foot, pas commencer avec des sujets, on va dire, trop compliqués, trop sérieux. Je vais en profiter que c'est la Coupe du Monde, peut-être que ça va me plaire, peut-être que je vais continuer ma chaîne en parlant de foot et que je vais en faire une autre à un autre moment. Puisque je peux pas faire une vidéo de pronostics alors qu'il y a déjà 6 matchs qui se sont joués, bah, j'ai tout simplement retrouvé mes pronostics de l'autre jour. Je vais un peu tout simplement réanalyser ça. Brièvement parler, justifier certains choix aussi. Déjà le Mexique, il y a eu un premier match du Mexique qu'ils ont gagné 2-0 pardon, contre l'Afrique du Sud. Assez surpris du Mexique. Maintenant je trouvais ça un peu dommage dans le sens où ils auraient pu en mettre plus quand ils étaient à 11 contre 9 avant de prendre la rouge. Il fallait clairement caler un troisième, peut-être un quatrième. Le public était en feu aussi, les supporters mexicains mettent vraiment l'ambiance. Ouais, ils mettaient vraiment l'ambiance. Je trouve ça un peu dommage, honnêtement, pour l'Afrique du Sud. On sent qu'ils étaient pas si mauvais au niveau du talent, parce que c'est une équipe que je voyais bien finir deuxième du groupe, en toute honnêteté avec vous. Mais ouais, trop. Ils ont succombé à la pression en fait. Pas d'expérience de Coupe du Monde et ils ont complètement succombé à la pression des supporters mexicains. Une autre chose qui m'a surprise aussi, c'est la victoire de la Corée du Sud. Moi, il faut savoir que je suis énormément le football asiatique. La Corée du Sud, ces dernières années, voilà, c'est pas non plus nul. Mais c'est pas ce que ça a été, et j'ai été vraiment étonné, surpris par Inbeom, que je connaissais pas non plus, un butin assist qui s'est remonté la Tchéquie en prenant un but presque à la 60e, comme vous le voyez. Moi, pour moi, la Corée, il sortait du groupe. Maintenant, si je devais changer mes pronos, je ferais peut-être plus ça, évidemment. Ici, ouais, j'ai été surpris par le Qatar aussi. J'ai dit un peu partout autour de moi que les équipes africaines et asiatiques avaient pris beaucoup de niveau ces 4 dernières années, depuis la dernière Coupe du Monde. Maintenant, je m'attendais pas à autant de résultats, on va y venir, hein. Mais voilà, le Canada qui fait nul contre la Bosnie, ça, c'est pas une très grosse surprise. Le Canada qui a été mené, qui a su égaliser, Kyle Larin qui rentre, je crois que première touche de balle, il met une frappasse contrée, c'est imprenable pour le gardien. J'ai pas vu le match, en fait, j'ai vu que peut-être les 15 dernières minutes, je pense. J'ai vu l'égalisation du Qatar à la 94e, et ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que moi, le Qatar, pour moi, c'était une des équipes les plus faibles du mondial. Je les voyais finir dernier, comme vous le voyez ici. Maintenant, je pense que ça va être un groupe qui va être très intéressant à suivre, parce que toutes les équipes ont un point après la première journée. Moi, j'avais mis le Maroc au-dessus du Brésil. Pour moi, le Maroc, ils sont hyper sous-cotés. Quand tu vois comment... Enfin, on va y venir, hein. Mais quand tu vois comment ils ont joué hier, ce qu'ils font ces dernières années, c'est absolument monstrueux. Pour moi, c'est une des meilleures équipes du monde. Pour moi, ils peuvent aller chercher le titre. C'est une des peut-être 12 équipes, 15 équipes qui peuvent aller chercher le titre cette année. Il y en a beaucoup. L'Écosse, voilà, pas de grosse surprise. Une autre surprise aussi, moi, la Turquie, beaucoup de monde les voyait premiers du groupe. Moi, j'ai dit deuxième, parce que j'ai dit que la Turquie choke toujours. Ça fait 2 € qu'on me vend la Turquie comme l'équipe surprise. Bah là, ils perdent 2-0 cette nuit contre l'Australie. J'ai pas vu le match, voilà, c'était à 6h du mat. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui s'est levé pour le voir, à part les Turcs et les Australiens, honnêtement. Belle surprise l'Australie. Honnêtement, j'irai peut-être me reter mal les highlights pour voir un peu ce qui s'est passé. Mais ouais, grosse performance du gardien australien, évidemment. Ici, ouais, c'est le groupe de la mort. Pourquoi j'ai mis Allemagne premier? Parce qu'ils sont dans une forme, brièvement, ils sont tout simplement dans une forme immense, récemment, l'Allemagne. Ils n'ont pas perdu un match depuis la Slovaquie. C'était le premier match des qualifs pour la Coupe du Monde. Depuis, c'est que des victoires. Et depuis le 6-0 en novembre, où j'ai l'impression que Nagelsmann a vraiment trouvé la formule. Voilà, ils mettent 4-3 à la Suisse, 4-0 à la Finlande, ils battent le Ghana, ils battent les États-Unis. Aucun problème pour finir premier du groupe. Maintenant, peut y avoir des surprises. Parce que l'Équateur, c'est la meilleure défense du monde. Ils ont encaissé 5 buts. 5 buts, hein, écoutez bien, en 18 matchs de qualification. Ils n'ont plus perdu un match depuis le premier match de l'entraîneur qui est arrivé. Il a perdu 1-0 contre le Brésil il y a, je pense, 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire, c'est très fort aussi. Ils ont gagné l'avant-dernière CAN. Dernière CAN, je pense qu'ils font un bon parcours aussi. Je crois qu'ils sortent en quart, si je dis pas de bêtises. Très belle équipe, beaucoup de talent offensif. Je me demande un peu plus en défense ce que ça va donner.
Et c'est pour ça que je mets l'Équateur deuxième, parce que pour moi, en Coupe du Monde, la meilleure défense prime quasi systématiquement, surtout en phase de groupe sur la meilleure attaque, pardon. Curaçao, c'est magnifique. Voilà, ils sont qualifiés. 156 000 habitants. C'est le plus petit pays du monde à jamais se qualifier pour la Coupe du Monde, tout simplement. Mais voilà, ils iront pas beaucoup plus loin. Ils peuvent créer l'exploit, mais ils jouent le premier match à 19h aujourd'hui contre l'Allemagne. Je pense que ça va être un festival de buts, à part, sauf si surprise, mais voilà. Groupe F, pourquoi je mets le Japon premier? Parce que le Japon, c'est l'équipe, après l'Espagne peut-être, qui a le plus d'automatisme, qui gère mieux le jeu collectif, le pressing haut aussi. Ils jouent vraiment comme une équipe. Il y a vraiment un projet qui est mis en place au Japon depuis beaucoup d'années. C'est un peu dommage, ils ont un peu flop à la dernière Coupe d'Asie. Mais je les vois faire une très belle Coupe du Monde. Honnêtement, le Japon, c'est aussi une équipe qui, pour moi, peut aller chercher le titre. Et je pense qu'on va être choqué à cette Coupe du Monde, parce que, comme j'ai dit, le foot s'est énormément développé ces 4 dernières années, spécifiquement dans certains pays d'Asie et certains pays d'Afrique. C'est pour ça qu'on a des nouvelles têtes, on se dit, voilà, ouais, Ouzbékistan, Jordanie, ça pue, Cap-Vert, c'est pas ouf comme équipe. Non, les gars. Non, il y a des trucs qui sont passés ces 4 dernières années, et on peut pas passer à côté. Pays-Bas, j'ai mes deuxièmes. C'est super solide au milieu, c'est super solide en défense, bon gardien. Qu'est-ce qu'ils vont faire en attaque? Je suis pas du tout convaincu. Déjà, l'Euro, ça leur a coûté cher. Voilà, Gakpo à gauche, Malen, Somerville, c'est pas quelque chose qui est suffisant, je pense, pour aller loin dans une Coupe du Monde. La Suède, ils se sont qualifiés, comme vous savez, par des moyens obscurs. Ils ont passé en barrage, ils ont fini dernier de leur groupe que qualif, mais vu qu'ils avaient fait une bonne Ligue des Nations l'année d'avant, ils ont pu jouer les barrages. Et la Tunisie, ouais, on les a tous vus se prendre 5-0 contre la Belgique. Je pense qu'ils vont avoir très dur dans ce groupe-là. C'est dommage parce que c'était pas une mauvaise équipe ces dernières années, mais depuis la CAN où ils sortent en 8ème contre le Mali, absolument catastrophique. Notre groupe, Belgique, premier parce que on connaît tous l'ambiance de groupe qui règne au sein du vestiaire belge et les résultats récents. On sait qu'on est dans une grosse pente montante. Je pense qu'on va faire un bon mondial. Déjà, si on atteint l'écart, c'est magnifique. Iran deuxième parce qu'ils ont une histoire à écrire. Égypte troisième parce que ça reste une très bonne équipe africaine historiquement. Mais voilà, sur ces 5 derniers... Ils sont peut-être meilleurs qu'en 2018. Je pense qu'ils peuvent quand même gagner leur premier match de Coupe du Monde. Ils l'ont jamais fait. Je crois que c'est leur 3ème participation. Et la Nouvelle-Zélande, ouais, ils vont juste faire figuration, ça c'est clair. Groupe H, l'Espagne première parce que c'est l'ultra favorite, et qu'en plus elle a pas un groupe super relevé. L'Uruguay qui a quelques blessés quand même, je pense à deux Arrascaeta. Ouais, il y a deux Arrascaeta qui est blessé, il y a Aroro toujours ses soucis, deux défenseurs blessés en plus. Trois, pardon. Offensivement, Nunez c'est pas possible de ramener Nunez à un mondial, son niveau est plus du tout adapté. Ouais, l'Uruguay pour moi ça finit troisième. Pourquoi Cap-Vert deuxième? Quart de finaliste de la CAN 2023, si je dis pas de bêtises. Et ouais, ils finissent premiers de leur groupe de qualif devant le Cameroun. Je pense que c'est une équipe qui va beaucoup surprendre. Ils ont pas forcément une équipe effective de rêve, mais avec l'Arabie Saoudite qui est complètement à la ramasse ces dernières années. Voilà, ils se sont fait battre par la Jordanie. Je crois qu'ils ont fini troisième de leur groupe de qualif avec 3 victoires en 10 matchs. Ils ont pu jouer les barrages, mais voilà, l'Arabie Saoudite, ça va faire de la figuration. Clairement, c'est l'équipe asiatique pour moi la moins relevée. J'aurais aimé voir un autre pays, honnêtement, qui s'est jamais qualifié pour la Coupe du Monde se qualifier, mais voilà, ils sont quand même rêvés à la fin des qualifs, donc ils sont là. Ici, c'est impossible à prédire, en fait. J'ai mis France première, parce que sur le papier, les Français doivent quand même être premiers. J'ai mis Sénégal deuxième. Les Sénégalais vont avoir une grosse grinta à cette Coupe du Monde. Ils vont vouloir un peu se venger de la finale de Coupe d'Afrique qu'on leur a peut-être volée. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail. On sait tout ce qui s'est passé. Pour moi, ça reviendrait à plus simple de dire que les deux équipes sont championnes d'Afrique, et comme ça, il n'y a pas de... Parce que c'est pas leur faute, en fait, c'est l'arbitrage qui a fait n'importe quoi. Normalement, quand les joueurs sortent, ils vont 20 minutes dans le vestiaire, tu siffles la fin du match, et tu déclares forfait sur tapis vert, c'est ce qui est censé se passer. Je pense que déclarer ça 2-3 mois après le match, c'était aussi un peu dégueulasse. Maintenant, je vous invite à tout simplement aller voir la vidéo de TMF là-dessus. Je trouve qu'il a des très bons arguments, il pèse un peu le pour et le contre des deux côtés. Voilà, je vais pas en dire plus. Le Sénégal... Ça reste une des meilleures équipes du monde, peut-être des 10-15 meilleures équipes du monde. Ça fait longtemps aussi que l'Afrique a pas eu, je sais même pas si c'est déjà arrivé honnêtement, dans l'histoire du foot, que l'Afrique a pas eu deux pays à un tel niveau. Norvège troisième. Maintenant pour moi la Norvège, ils vont faire une Coupe du Monde incroyable. Ouais, ils ont mis 7-1 au cumul en qualif à l'Italie. Ils ont d'abord gagné 3-0 chez eux, et puis au dernier match, ils étaient déjà premiers, ils ont été leur mettre 4-1 en Italie du coup. Ils ont fait un match nul contre le Maroc il y a une semaine en amical. Ils ont un très bel effectif. Je sais qu'Odegaard est moins en forme cette saison. Maintenant, avec la Norvège, il a bien joué quand même, surtout pendant les qualifs. Donc, à voir. Ils vont passer, ça c'est sûr, ils passeront comme meilleur troisième. L'Irak, ils ont qu'une chance. C'est triste pour l'Irak, parce qu'il faut savoir que l'Irak
C'est leur première Coupe du Monde depuis 1986. Ils ont eu beaucoup, pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique, à la géopolitique, ils ont eu beaucoup de soucis ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. Il y a Ayman Hussein, qui est une légende absolue. Son père s'est fait assassiner par l'État islamique. Le mec qu'il a repéré, qu'il a signé dans un club de foot quand il était jeune, il s'est fait aussi assassiner par l'État islamique. Il a été retenu 8 heures, 7-8 heures à la douane, sans raison apparente, par les États-Unis. Je trouve pas ça normal. Le photographe d'Irak n'a pas non plus pu se rendre à la Coupe du Monde. C'est des choses que je trouve pas normales. T'as un pays qui s'est qualifié, les joueurs ils jouent là-bas depuis des années, c'est pas normal que tu te fasses traiter comme un vulgaire terroriste alors que t'es une légende de ton pays, t'es connu au Moyen-Orient. Voilà. Après, ça en dit long sur l'ethnocentrisme de nos pays, évidemment. Encore plus des États-Unis. Je vous invite aussi à voir la série de vidéos Romain Molina, c'est un journaliste qui a fait une série de vidéos sur la Coupe du Monde. Chaque jour, il sort une vidéo. Il a parlé de pas mal de scandales. Il y a l'arbitre somalien aussi, le meilleur arbitre d'Afrique, qui n'a pas été accepté sur le territoire états-unien. Voilà. Est-ce qu'on doit boycotter la Coupe du Monde? Je sais pas. Maintenant, on doit certainement en parler et certainement sensibiliser énormément, surtout quand on s'y connaît autour de ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas normales, les amis, bien sûr. Mais ouais, l'Irak, ça peut être le match piège. J'en ai parlé quand je faisais la vidéo l'autre jour. S'il y a une des deux équipes qui perd contre les deux autres, ou qui fait deux nuls contre les deux autres, et qui font nul ou qui perdent contre l'Irak, c'est terminé. Groupe J, Jordanie surprise. Ouais, pourquoi? Par contre, moi je changerais juste un truc. J'ai un peu réfléchi. L'Algérie, ils sont dans une top forme. Ils ont mis 4-0 à la Bolivie. Il y a le match de la honte de 1982 entre l'Autriche et l'Allemagne. Ils vont clairement chercher à se venger, même si voilà, il y a eu la Coupe du Monde 2014 depuis, où ils ont pu un peu effacer ça dans leur mémoire collective. À l'époque, en fait, les matchs ne se jouaient pas en même temps. Et l'Autriche et l'Allemagne avaient besoin juste, je pense, d'un nul ou d'une victoire 1-0 d'un des deux pays pour se qualifier tous les deux et éliminer l'Algérie. L'Algérie avait déjà joué son dernier match de groupe, et en fait l'Algérie est sortie comme ça, et c'est pour ça que depuis il y a la règle qui fait que les derniers matchs doivent toujours se jouer en même temps. C'est quelque chose qui est assez omniprésent dans le foot maintenant, pas seulement lors des Coupes du Monde, aussi dans les championnats nationaux. Mais voilà. Pourquoi la Jordanie troisième? L'Autriche, ils ont une très bonne équipe, très bonne densité au milieu. Mais pour moi, ils vont perdre contre l'Algérie, ils vont perdre contre l'Argentine. Peut-être qu'ils vont gagner contre la Jordanie. Mais la Jordanie, c'est finaliste de la dernière Coupe d'Asie, à la surprise absolument générale. En huitième de finale, à la 95e minute, ils perdent 2-1 contre l'Irak. À la 98e, c'est 3-2. Puis ils sortent le Tadjikistan. À la surprise générale, ils sortent la Corée du Sud 2-0. C'est là que je parlais de la Corée du Sud et que je m'attendais un peu à moins bien de leur part. Et puis ils perdent en finale contre le Qatar, qui a 3 pénaux, évidemment. Coupe arabe, c'est une compétition un peu plus mineure, parce qu'il faut savoir que certains pays dont les joueurs jouent en Europe, ces joueurs-là n'ont pas pu se libérer pour la Coupe arabe. Je pense surtout au Maroc et à l'Algérie. L'Égypte, ils jouaient sans Salah, ils jouaient sans Marmouche, mais ils avaient quand même une équipe au complet. Ils se sont fait battre 3-0 dernier match de groupe. La Jordanie était déjà première du groupe. Ils ont fait jouer l'équipe B, ils ont mis 3-0 à l'Égypte. Puis ils ont sorti l'Irak, ils ont sorti l'Arabie Saoudite en demi-finale, et ils ont perdu 3-2 au prolong, un match fou, un match absolument fou contre le Maroc. Bon voilà, c'était pas l'équipe du Maroc au complet, mais ça reste une équipe très qualitative. Et ouais, je les sens bien, voilà. En match amicaux récemment, c'était moins ça. Maintenant, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est une équipe qui se donne jamais vraiment dans les matchs amicaux. Ça fait des années qu'ils peuvent prendre beaucoup de points au classement FIFA et que parfois ils font des nuls contre la Corée du Nord et juste après tu comprends pas, ils battent l'Arabie Saoudite à l'extérieur au dernier match de qualif. Mais ouais, il y aura une belle chose, je pense, à voir de la Jordanie, surtout si l'Algérie gagne contre l'Autriche. La Jordanie, pour moi, elle a ses chances de battre l'Algérie. C'est une équipe qui joue très bien contre les autres équipes arabes. Et je pense que ça peut arranger l'Algérie aussi de se faire tout simplement battre par la Jordanie pour, entre guillemets, se venger de l'Autriche et éliminer l'Autriche alors que l'Autriche avait battu la Jordanie. Est-ce que ça va arriver? Voilà, là, on est dans des scénarios un peu incongrus, j'ai envie de dire. Je suis pas tellement objectif, parce que moi, j'ai des origines jordaniennes. C'est la première Coupe du Monde de la Jordanie. Je pensais même pas que ça allait être possible un jour. Je l'espérais ces dernières années, vu que c'était à 48. Mais voilà, j'y crois. Je crois pas à une Coupe du Monde, évidemment, ils vont aller une quart de finale ou quoi, mais je pense que s'ils passent les groupes ou au moins ils gagnent un match, ce serait déjà extraordinaire. Mais je suis pas objectif, clairement. Ici, Portugal premier, je pense que ça reste les favoris. La Colombie, ils ont une belle équipe, Diaz, James, quelques bons joueurs aussi dans le secteur défensif. Je pense pas qu'ils ont une équipe assez complète pour faire tomber le Portugal. Maintenant, le Portugal peut très bien choc. Le Congo, c'est très fort aussi. Ils ont éliminé le Cameroun et le Nigeria en barrage. Ouais. Ils ont fini à l'avant-dernière CAN, ils ont été en demi-finale, je pense. La dernière, ils ont été en quart ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est une très belle équipe aussi.
L'Ouzbékistan avec Roussanov, le héros national, première Coupe du Monde pour eux aussi. Malheureusement, ils sont pas tombés dans le bon groupe. C'est un peu dommage en fait, parce que les 4 équipes dans ce groupe, je les aime bien, il y en a aucune que j'ai envie qu'elles sortent. Alors que voilà, tu vois, Ghana, Panama, c'est deux équipes qui proposent rien. Enfin, ouais, non, le Panama, j'ai pas envie de dire à leur niveau, le Panama, ils proposent quelque chose. Mais ils ont clairement pas les qualités pour sortir d'un groupe. Le Ghana, ils ont les qualités, mais ces dernières années, c'est complètement. Je vais vous montrer un peu, mais le Ghana, pour moi aussi, c'est une des équipes les plus faibles du mondial. Voilà. Quand c'est ça ta prépa à la Coupe du Monde, c'est pas convaincant. C'est vraiment pas convaincant. Dernière Coupe d'Afrique, je sais même, je crois qu'ils la jouent même pas. Ouais, ils sont même pas qualifiés pour la dernière CAN. Ils ont fini premier, ouais, c'est pas un groupe si dur, Mali-Madagascar, donc honnêtement, je pense que tu pourrais même mettre le Panama 3ème quand tu vois les résultats récents. Angleterre-Croatie, ça me semble assez logique. Voilà, on a les choix de Tuchel qui a décidé de pas ramener Trent, pas ramener Foden, pas ramener Palmer, pas ramener Madison, pas ramener Grealish, pas ramener Maguire. Beaucoup de choix assez intéressants. Je pense qu'ils créent un bon groupe. Je pense que l'Angleterre, ils ont ce qu'il faut pour aller la chercher cette année, honnêtement. La Croatie, ils sont sur une pente descendante. C'est encore très bon, c'est vrai. On se rappelle des 2 Coupes du Monde. Chaque fois, on les attend pas. Mais ouais, ils sont sur une pente descendante. L'Euro, ils sortent en groupe. Je crois qu'ils font match nul contre l'Albanie ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas envie de trop me prononcer sur les 3ème places. Je sais que j'avais dit ça. Du coup, il y a des classements que j'ai changés, évidemment. Mais ouais, ça va être une Coupe du Monde prometteuse. Évidemment, moi, j'ai fait mes pronos. Je vous spoil pas trop, j'ai fait mes pronos pour la phase finale. Je les ressortirai au moment de la fin de phase des groupes pour voir plus ou moins où j'en étais. Je les ressortirai à la fin de la Coupe du Monde. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après la phase des groupes, évidemment, je vais refaire mes pronos pour la phase finale. Comme on aura tout le tableau, on aura tous les match-up. Il y a moyen d'avoir une Coupe du Monde absolument magnifique en termes de match-up. Très clairement. Les amis, quel match a été hier. J'en attendais beaucoup du Maroc. Je suis pas déçu du tout. J'en attendais moins du Brésil. Honnêtement, quand ils perdent 1-0, je les vois très vite perdre 3-1 ou 2-0. Parce qu'à ce moment-là du match, ils proposent pas grand-chose. C'est là aussi où ça a été intéressant de voir un peu les pauses fraîcheurs. Il y a eu le premier quart-temps, on va dire, dominé par le Maroc. Ensuite, le deuxième par le Brésil. Puis le Brésil a aussi dominé après la mi-temps. Et enfin, le Maroc a repris un peu le dessus à la fin du match. Ils ont failli en mettre un deuxième. C'est un résultat assez arrangeant pour les deux équipes, je pense, parce que les deux se faisaient un peu peur, avaient un peu la pression. Voilà, le Brésil, on sait la situation dans laquelle ils sont. Ils finissent 5ème des qualifs. Il y a Ancelotti qui vient en urgence l'année passée pour un peu sauver les meubles. Il y a une bonne équipe. On va un peu parler de chaque joueur, parce que j'ai pris des notes pendant le match. Déjà, du côté du Brésil, pour moi, la Coupe du Monde, ça va pas aller loin. À part s'il y a des remplaçants qui se réveillent, parce que je trouvais Gabriel et Marquinhos très très bons en défense. Ouais, ils laissent passer quelques ballons, notamment le but, mais la passe est complètement millimétrée, on va y revenir. Ouais, le problème c'est qu'ils sont mal entourés. Ibanez, ouais, parfois il faisait... Je trouve que parfois Ibanez venait faire les fautes pour casser les rythmes. Le problème c'est qu'il a déjà un jaune au premier match. Santos, ouais, il s'est fait complètement manger par Ounaoui, El Anaoui et Diaz. Mauvais match pour moi. Ici, voilà, les notes sont un peu précalculées sur des espèces d'algorithmes, mais pour moi, il faut pas forcément se baser que sur ça. Je trouvais Alisson assez bon, parfois un peu stressé dans la relance. Maintenant, à la fin du match, il sauve complètement le Brésil. Il y a un double arrêt à un moment qui est complètement magnifique. Ouais, ici, on a une très belle chevauchée d'Hakimi. Voilà, comme on le voit à la relance, les Brésiliens, c'était vraiment pas ça pendant tout le match. Les ballons au milieu de terrain, il n'y a personne pour revenir les récupérer. Alors du côté du Maroc, ça se bat. Là, vous voyez, on est à la 98ème, ça vient encore se battre pour chercher un ballon. Là, il y a une superbe frappe. Très bel arrêt d'Alisson qui arrive presque à la capter. Deuxième arrêt. Absolument phénoménal. Voilà. Il a pas fait un match exceptionnel, je trouve, dans l'ensemble. Mais il sauve clairement l'équipe à la fin. Ça pèse. Après, je trouvais Gabriel comme Marty, voilà. Très bien en place. Pas très bon à la relance au début. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de ballons. Ça arrivait pas à passer. Hein. Ici, il n'y a rien à faire dans l'axe. Ça passait pas vers Rafinha, Paqueta, etc. Je comprends pas son idée non plus. Souvent, il montait dans l'axe vers ici pour se retrouver entre 4 Marocains. Il avait moins d'opportunités de passe. Il y a eu beaucoup de ballons qui ont été perdus par des coéquipiers après une mauvaise passe qu'il a fait de cette position-là. Marquis qui restait derrière. Ouais, j'ai pas trop compris ce choix tactique d'Ancelotti, pour être honnête avec vous. Marquinhos, ouais, beaucoup d'erreurs de relance. Hein. Guimaraes, j'ai trouvé une bonne fin de match. Il va un peu chercher les fautes, il fait des meilleures passes.
Sur le but, il fait une belle passe D, même si c'est Vini qui va clairement chercher le but. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mérite à donner à Guimaraes. Par contre, il y avait un vrai problème de relance, avec Casemiro aussi. Comme j'ai dit, cet axe ici, ça passait pas du côté des Marocains, que ce soit El Ghanous qui revenait faire le pressing à l'intérieur, Bouhaddi qui était sur absolument tous les ballons et El Adawi pour l'assister, Diaz aussi, ou Naï qui venait faire le pressing carrément sur les attaques, sur les défenseurs. Ouais, il y avait un vrai problème à régler du côté du Brésil pour Ancelotti. Casemiro, il arrête Diaz à un moment aussi, sur une très belle action, je sais que c'est une perte de balle de Marquinhos. Beau tacle, il fait la faute. Il prend le jaune, mais sans lui, c'est quasi but pour moi. Vini, il marche beaucoup. J'ai pas aimé son attitude avant son but. Je trouve qu'après, il se réveille. Il crée quelques bonnes occasions. Il a des bons tirs. Franchement, c'est peut-être l'homme du match du côté du Brésil. Ça, c'est clair. Il met un très très beau but. Il mange complètement El Ainaoui. Il y a deux défenseurs sur lui. Il arrive à passer, mettre une frappe croisée. Voilà, elle est magnifique. Voilà, il est là sur l'aile. Il a Riyad, El Ainaoui. Là, Bouhaddi, il reste en soutien. Voilà, là. Quand Vini il est dans cet angle-là, tu sais que c'est fini. Là, c'est Diop, je pense, qui doit revenir fermer l'angle, absolument pour le gardien. Très beau crochet. Là, ils sont trois sur lui. Bouhaddi garde l'autre joueur en même temps. Il casse la ligne de passe en retrait, donc il sait pas faire grand-chose. Mais là, je pense que c'est Riyad. Ouais, Riyad et Aelania, oui, ils font pas le travail. Et voilà, magnifique tir en pleine lucarne, ici directement. Y a rien à faire. Beau match de Vini. Je pense qu'il peut faire une belle Coupe du Monde. Il se lance bien. Beaucoup de pression pour cette équipe du Brésil. Il y en a qui s'en sont mieux sortis comme lui, honnêtement. Paqueta, invisible au début du match. Il touche presque aucun ballon. Il met une très belle retournée acrobatique, je me rappelle un moment avant la mi-temps. Je sais pas si je saurais vous la remontrer comme ça, la retrouver. Mais ouais, à part cette action, honnêtement, Igor Thiago, il rate complètement le 1-0. Là, il est complètement tout seul. Très beau centre. Il se foire complètement. Ça, pour moi, ça doit être 1-0. Quand t'es l'attaquant du Brésil, t'as fait une bonne saison, c'est pas normal. Rafinha, je vais être honnête avec vous, les mecs. Il a été bon à la fin du match, mais j'ai presque rien noté sur lui parce que pour moi il a été invisible. Il a été clairement dans la poche de ces mecs-là. Mais ouais. Après voilà, c'est un joueur qui revient, il a été blessé plusieurs mois cette saison avec le Barça, il revient de blessure là, donc on va pas être trop dur avec lui. Même si j'aurais aimé une meilleure perf, très clairement, c'est un joueur que j'aime bien. Ils ont eu beaucoup de mal, je trouve, au début du match à sortir de leur moitié de terrain. Pendant 15 minutes, ils touchent presque pas un ballon. Ils ont du retard sur les duels, ils commettent beaucoup de fautes. D'ailleurs, je trouve que l'arbitre a pas du tout été assez sévère. Un mec comme Fabinho, il rentre, il fait que des fautes, mais que des fautes. Il arrache les joueurs marocains, il prend pas une jaune. À un moment, il y a un gros tacle assez dangereux. Je pense que c'était sur Hakimi. Gros tacle dangereux un moment sur Hakimi, il prend rien. Le Brésil, après 15 minutes, ils ont toujours pas eu un tir cadré. À partir de la 20e et de la pause fraîcheur, ils se réveillent un peu. Moi, je pense qu'ils avaient besoin de prendre un but pour se réveiller. Je pense que si le Maroc n'avait pas marqué, le Brésil n'aurait pas marqué non plus. Ils étaient vraiment endormis au début du match, ils sont mal rentrés. Contrairement au Maroc, je trouve justement, le Maroc qui rentre directement, dès le premier ballon, ils envoient le ballon en touche tout au fond. Ils mettent un pressing très haut, très intense, ils dominent la possession, ils gèrent tous, ils sont tous à l'aise avec le ballon. Voilà, j'ai vu très très peu de pertes de balles. Peut-être El Ainaoui, un peu moins serein par moment, mais sinon, très clairement, il y a une équipe monstrueuse en fait. Une équipe qui sait jouer ensemble, qui sait presser, qui est très disciplinée. Très peu de déchets, honnêtement. Bon jeu en triangle aussi. Tu sens que les joueurs ils sont en confiance. Il y a des automatismes, que ce soit entre Diaz, Hakimi, Onaoui, ou Saibari, Kanous, Bouhaddi, Mazraoui aussi qui monte. Tu sens beaucoup de discipline dans la tactique. Je trouvais que contrairement au Brésil, la composition restait la même. Quand t'as Mazraoui qui monte, t'en as un qui descend pour revenir faire l'effort défensif au cas où il y a un contre. Je trouvais ça bien rodé, bien organisé, bien huilé. Dans les 10 premières minutes même, ils gagnent absolument tous les duels. Hein. On va pas se mentir, le Brésil au début du match était complètement invisible. Je pense que sans Vini qui les réveille un peu, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux. Ils continuent de jouer eux aussi, après le premier but. Ils se mettent pas à 10 en défense, ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Ils mettent un but et ils continuent à presser haut, ils continuent à se créer des occasions jusqu'à la mi-temps. Donc on voit très clairement que c'est une équipe qui est en confiance. C'est plus du tout des outsiders, comme j'ai dit, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe mondiale. C'est une des 10 meilleures équipes du monde. Il faut être honnête maintenant, il faut être objectif.
Faut arrêter de revoir les anciennes Coupes du Monde et penser au niveau que les équipes avaient à cette époque, c'est plus du tout la même chose. Je trouve par contre, après l'approche fraîcheur et jusqu'à la 70e, ils ont quand même un peu de mal. Ils se créent moins d'occasions. Saibari aussi, je vais y venir. Enfin, on va parler de ça. En fait, je vais commencer par Saibari. Match absolument phénoménal. Il se crée, je crois, 2 ou 3 grosses occasions. Dans l'appel, il est bon. Dans le pressing, il est bon. Le seul truc, je trouve, c'est qu'il aurait dû sortir plus tôt. Fatigué en fait en fin de match, il a vraiment du mal à venir faire le pressing sur les deux défenseurs centraux au point que ça a été mieux en fait, je trouve, quand Salahidine quand il est remplacement de la 80e. Ça a donné du 109. Saibari il sort beaucoup trop tard par contre. Il sort beaucoup trop tard. Il fait un match excellent. Hein. Pour moi, c'est peut-être l'homme du match avec Boadi. Aussi, je trouve que juste après son but, enfin, on va d'abord revenir sur son but évidemment. Là déjà, il y a une superbe passe de Boadi pour Brahim Diaz. Et là, la passe millimétrée qui arrive, qui passe entre les deux défenseurs. L'appel de Saibari, il est magnifique. Il y a le gardien qui sort, mais ouais, tout juste. Lob, magnifique, elle est dedans. C'est 1-0 pour le Maroc. Quelle entame de match, 21ème. Il se crée une occasion comme ça. Clairement pas parce qu'ils jouent comme ça, mais parce qu'ils ont étudié le Brésil avant. Ils ont étudié le Brésil pendant le match. Ils ont trouvé les ouvertures. Ils ont vu que Gabriel et Marquinhos étaient tout seuls en défense et qu'il y avait très clairement quelque chose à faire en contre. Bilal El Khanous, monstrueux aussi. Monstrueux. Il va tout le temps faire même en fin de match, je me rappelle d'une action où il revient faire le pressing. Il revient faire le pressing à un moment sur Fabinho et Guimaraes, même à la fin du match. Pendant tout le match, il est revenu, il a changé d'aile, il était absolument partout. Très très bon. Il va chercher des bons coups francs aussi, honnêtement. C'est un bon joueur pour aller chercher des fautes. Unai, il bouge beaucoup. Il aime bien tourner aussi dans ce secteur offensif. Tu sens que c'est vraiment... il prend son rôle de milieu offensif. C'est un véritable moteur sur pas mal d'occasions. Il arrivait bien, je trouve, à attirer les milieux défensifs du Brésil pour créer l'espace pour Saibari, notamment pour Diaz, pour El Khanous lors des contre-attaques. Diaz, son assist, il est complètement milité. Il est magnifique. En début de deuxième mi-temps, avant de sortir aussi, il fait un match de dingue, je trouve, contre les Brésiliens. Enfin, vraiment, il apprend aux Brésiliens à dribbler, littéralement. C'est Hakimi qui disait en conférence de presse hier... ouais, on est le Maroc, on est le Brésil d'Afrique. Moi, je pense que sur le match, c'est plutôt le Brésil qui est le Maroc d'Amérique du Sud, honnêtement. Oui, assiste super bien Boadi au milieu, je trouve. Boadi, c'est un joueur qui a énormément bougé ici dans le secteur milieu défensif. Et je trouve que El Ainaoui s'adaptait très bien en fait. Je sais pas s'ils ont joué ensemble en club ou en jeune, mais ça se comprenait bien. Boadi allait souvent faire l'effort, El Ainaoui reprenait sa place au cas où tout simplement il réussissait pas à prendre le ballon. Par contre, il se fait manger par Vini sur le 1-1. Ça y a rien à faire, beaucoup trop faible défensivement sur cette action. Boadi, lui on va en parler. Le mec il a 18 ans. Sa note est pas représentative, je trouve. Je m'attarde un peu sur lui parce que pour moi, dans 5-6 semaines, quand la Coupe du Monde est finie, tous les grands de l'Europe sans exception se disputent pour lui. Lille, ils vont se prendre un cachet cet été, les mecs. Voilà, il a déjà une market value à 54 millions. On peut directement voter pour que ça monte. Il monte aider offensivement. Il respecte son rôle de milieu défensif. Techniquement, il était incroyable. Très peu de déchets, quasi pas de déchets, surtout en deuxième mi-temps. En fait, tu vois, il touche des ballons à la 80, entre la 70e et la 90e. C'est vraiment lui le moteur de jeu. Il touche absolument tous les ballons. Je sais pas combien d'interceptions il fait sur des mauvaises passes brésiliennes. Chaque fois, il relance directement en attaque. Pas de stress. T'as l'impression que le mec, il a une expérience de ouf. Il a 18 ans, t'as l'impression qu'il en a presque 30, que ça fait 10 ans qu'il joue au milieu de terrain pour le Maroc, il a connu tous les joueurs, il a des automatismes avec tout le monde. Faut savoir que ce mec, il a été sélectionné par le Maroc en mai. Avant, il était, on va dire, de nationalité sportive française. Je pense qu'il a joué avec un peu les deux en équipe jeune. Il a finalement choisi le Maroc. T'as pas l'impression que ce mec, il est arrivé il y a 4-5 semaines dans l'équipe du Maroc, rencontrer tout le monde, quoi. Enfin, c'est vraiment normal. Je pense que pour ceux qui sont vraiment intéressés, allez voir ses highlights, qu'il est partout. Ouais, que ce soit défensivement, offensivement, dans la passe, dans la transversale, dans le dégagement, dans l'interception, dans le tacle. Peut-être dans le tacle, il peut encore un peu s'améliorer, je pense. Mazraoui, oui, pardon, non, c'est Mazraoui, excusez-moi, c'est pas Boadi, c'est Mazraoui de mémoire qui fait le pré-assist sur Diaz.
super récupération. Il voit direct Diaz qui est ici. Enfin, en réalité, il était là. Il voit direct Diaz ici. Il sent qu'il y a une ouverture à jouer sur Saibari. Superbe lecture du jeu du côté de Noussair Mazraoui. Ensuite, Riyad Diop, je les ai trouvés très bons en défense. Diop peut-être un peu moins rassurant sur certaines phases. En fait, je l'ai trouvé très rassurant sur les longs ballons brésiliens. Il arrivait toujours à capter ça, à renvoyer sans aucun stress vers Bono. Il se chie dessus à un moment. À la fin du match, c'est presque 2-1 pour le Brésil. Il rate complètement son contrôle. Heureusement, immense sortie de Bono qui vient directement chercher le ballon dans ses pieds. Je suis un peu moins rassuré, honnêtement. C'est un peu dommage la blessure de Nager. Riyad, par contre, très très bon match. J'ai presque rien noté sur lui en fait. Parce qu'il a été très serein. Très peu d'erreurs, très peu de déchets. Très clairement, c'est une équipe qui joue comme un club. C'est une équipe qui est très plaisante à voir. Hakimi, j'ai pas encore parlé de lui. Il met une frappe croisée dès la 7ème minute. Pour vraiment, on va dire, affirmer la domination du Maroc. Superbe chevauché quelquefois. Je trouve qu'il peut être un peu meilleur dans la passe, surtout la passe en profondeur. Maintenant, il va créer le danger, il va mettre la pression. Enfin, Santos ici, c'est pas possible du côté du Brésil. Je le dis encore une fois, mais beaucoup de pays à ce mondial, mais spécifiquement le Brésil sur la question des latéraux, c'est pourquoi pour moi ils vont pas faire une Coupe du Monde. Ils vont pas faire une Coupe du Monde de dingue, le Brésil, que ce soit sur le poste de 9 ou sur les latéraux défensifs, c'est beaucoup trop faible. Je trouve que la sérénité de Diop et Riyad ont permis à Mazraoui et Hakimi d'aller un peu plus s'amuser offensivement. Ça, quand tu peux te permettre de faire ça contre le Brésil, c'est très prometteur aussi. Bonou très très bon à la relance, très peu de déchets. Arrêt complètement magnifique à la 46e. Sortie magnifique aussi sur l'erreur de Diop en fin de match qui aurait pu coûter le 2-1. Ouais, je pense que le Maroc aurait pu en mettre un de plus. Je pense très clairement que le Maroc aurait pu gagner ce match. C'est un peu dommage qu'il n'aille pas chercher la victoire. Maintenant, je pense qu'un match d'ouverture contre le Brésil, où voilà, t'as un peu peur parce que t'as fait nul contre la Norvège, t'es en confiance parce que t'as proposé des bonnes choses, mais t'as plus joué de Coupe du Monde depuis 4 ans. Tout le monde dit un peu à l'international que le Maroc c'est un exploit, que ça va pas se reproduire. Non, les mecs ils sont là. Ils sont 7ème mondial. Warby il a mis une discipline, mais une discipline, je crois que c'est vraiment son mot d'ordre, à mon avis, à l'entraînement, parce que le Maroc joue d'une manière hyper disciplinée, même en fin de match, quand ils sont tous morts, t'as Saibari qui va encore faire l'effort de presser alors qu'il est complètement claqué. Mais j'ai vraiment apprécié ce match. Pour ceux qui l'ont raté, je suis vraiment désolé pour vous. Pour moi, les gros joueurs à suivre du côté du Maroc, ça va être Saibari. Saibari qui est pisté du côté du Bayern déjà avant la Coupe du Monde. Quand on voit l'équipe du Bayern, s'ils arrivent à s'ajouter Saibari en plus, je pense que ça peut faire mal. Boadi aussi, évidemment. Hakimi, on le connaît déjà, donc j'ai pas envie de dire. Mais ouais, quelques mecs qui étaient déjà là en 2022, c'est ça aussi. Il faut comparer cette équipe avec 2022. Il y a plein de mecs qui étaient pas là en 2022, en fait. Boadi, il était pas là. Saibari, je pense pas qu'il était là. El Ainaoui non plus, qu'on se le dise. Raimi, je pense qu'il était peut-être là. Lui n'était pas là non plus. Brahim Diaz, je crois pas de mémoire qu'il était là. Unai, il était là. El Rano, je sais pas non plus s'il était là. Voilà, t'as Shemseddine Talbi aussi qui a joué du côté de Bruges. T'as beaucoup de talent. Franchement, le Maroc, les gars, moi je vous le dis, dans 5-10 ans, c'est une des 5 meilleures équipes du monde. Pour moi, c'est pas une génération qui brille plus qu'une autre. Non. Le Maroc, c'est vraiment en train de devenir une grosse nation du foot. Ouais, sinon du côté des autres résultats, les États-Unis, j'ai pas vu le match non plus, mais qui commencent très très bien leur mondial. Très bonne victoire, ils vont chercher un 4-1 contre le Paraguay, équipe un peu moins relevée, je l'avais dit, le Paraguay il joue sans Enciso, qui est un peu un crack, c'est leur meilleur joueur, il est blessé. Dabia est revenu, mais bon voilà. Je sais même pas où est... Il y a toujours Almiron, c'est vrai, qui a joué à Newcastle pendant quelques années. Non, Enciso est là. Ok, donc il est revenu. Parce que j'avais lu qu'il sera absent pour les 2 premiers matchs, mais au final il est là. Ouais, t'as quelques joueurs qui jouent en Europe, mais tu sens que le Paraguay, ils sont là aussi pour faire de la figuration. Très bonne victoire encore une fois des États-Unis qui commencent très bien leur mondial. Ils avaient la pression parce qu'ils ont fait des très bons matchs amicaux, mais ils ont perdu leurs 3 matchs contre l'Allemagne, la Belgique et le Portugal. Donc contre les 3 bonnes équipes, on va dire, qu'ils ont joué. Victoire à 0 de l'Écosse. Ça va faire plaisir à mon meilleur pote. Voilà, il est pas foot du tout. Mais l'Écosse, ils se sont plus qualifiés pour le mondial depuis 98. C'est leur première victoire en Coupe du Monde depuis 1990.
Est-ce qu'ils vont enfin passer le premier tour d'une compétition internationale? Ils l'ont jamais fait en Euro ni en Coupe du Monde. Bon, quand tu vois Maroc-Brésil, c'est un peu dur. Je sens qu'Haïti, ils vont quand même essayer d'aller chercher des choses. Maintenant, très important, ouais, de gagner ce match parce que tu peux clairement passer en meilleur troisième sans problème. Alors aujourd'hui, je vous donne un peu le programme. La vidéo va bientôt se terminer, mais je vais me théma Allemagne-Curaçao, parce que j'aime beaucoup l'équipe d'Allemagne, et en plus j'aime beaucoup Curaçao, parce que c'est un exploit de leur part d'être là. J'ai envie de voir s'ils vont créer l'exploit encore une fois, peut-être chercher un nul contre l'Allemagne. J'y crois pas du tout. Pour moi, ce match a des chances de finir avec plus de 10 buts pour l'Allemagne. Il va y avoir un écart de niveau entre les deux équipes qui est complètement phénoménal. Pays-Bas-Japon, c'est un autre énorme choc du début de Coupe du Monde. Ça, c'est à voir absolument. Je mettrai ma pièce sur le Japon. Maintenant, ça va être un match très serré aussi. En tout cas, on fera l'analyse. On reviendra dessus dans les prochains jours. Et ensuite, je me fais enchaîner ce soir parce qu'il y a Côte d'Ivoire-Équateur à 1h du matin. Dès le premier match, en fait, t'as un match où tu peux mesurer la température des deux équipes, voir laquelle vraiment a plus de chances d'être une équipe surprise à cette Coupe du Monde. Ensuite, ouais, Suède-Tunisie, ça malheureusement, ouais, ça va être peu importe qui gagne, les deux équipes n'ont vraiment pas un jeu impressionnant cette saison, donc, enfin cette année. Donc, ouais, je vais pas me le taper. Espagne-Cap-Vert, je pourrais me le taper. J'ai quand même un examen vendredi, donc il faut que je bosse. J'ai pas mal de trucs à faire dans la semaine aussi. Je vais essayer de me le taper, je vous promets rien. Belgique-Égypte, bien sûr qu'on va le regarder, on va peut-être même le regarder en live, honnêtement. Je vais sûrement le regarder avec des potes, on verra comment ça s'agence tout ça. Mais évidemment, tous les matchs de la Belgique, on va les regarder, on va les analyser en détail. L'Arabie Saoudite-Uruguay, ça, c'est pas pour moi. Iran-Nouvelle-Zélande non plus. Ensuite, mardi, on a France-Sénégal. Ça, je vais regarder aussi, évidemment. Irak-Norvège, non. Je vais garder mon rythme de sommeil. Argentine-Algérie, j'hésite. Maintenant, c'est à 3h. Et je dois déjà regarder Autriche-Jordanie à 6h. Donc, voilà. Ça, c'est le programme pour moi jusque mardi soir, la nuit de mardi à mercredi. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'imagine que c'est pas encore hyper qualitatif maintenant, que ce soit en termes de montage, en termes d'analyse. Voilà, je vais essayer d'un peu apprendre, voir comment je peux faire pour un peu mieux trouver les extraits du match. Voilà, j'ai pas encore fait de montage du coup, vu que les vidéos de l'autre jour n'étaient pas exploitables. Là, je vais commencer un peu à faire le montage. À mon avis, la vidéo va sortir d'ici ce soir, d'ici fin d'après-midi. Et ouais, j'ai un peu hâte de suivre cette Coupe du Monde avec vous. Voir un peu les rapports de force, comment ils évoluent, voir comment évolue, on va dire, ce que je pensais de beaucoup d'équipes. Il y a énormément d'équipes à suivre à cette Coupe du Monde, énormément d'équipes qui peuvent surprendre. Je pense qu'on aura des surprises. Si je peux m'avancer encore un peu aussi, je dirais que la saison a été longue. Il y a une saison qui a été longue encore avant avec l'Euro, Coupe du Monde des clubs, qui se finit en fin juillet. Les joueurs, ils ont joué pendant 1 an. Puis il n'y a que 3 semaines de break. Ils reprennent les championnats en août. Et ils ont joué jusque maintenant. Il faut réaliser qu'il y aura beaucoup de blessures, les gars, à ce mondial. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui physiquement sont pas en forme non plus, des grands joueurs. Donc il peut y avoir des surprises. Pour moi, cette année, il y a peut-être 12-15 équipes. Je pense que... pas dans ce groupe-là, ni dans celui-là, évidemment. Pour moi, Maroc-Brésil, ça peut gagner la Coupe du Monde. Les États-Unis aussi. L'Allemagne. L'Équateur. Pays-Bas-Japon, ça peut la gagner aussi. Belgique, ça peut la gagner. Espagne, ça peut la gagner. France, Sénégal, Norvège, ça peut la gagner. Norvège, peut-être pas. Ils n'ont pas l'expérience, mais France, Sénégal, ça peut la gagner. Argentine, ça peut la gagner. Portugal, ça peut la gagner. Angleterre et Croatie, ça peut la gagner. Donc, ouais, va y avoir du suspense cette année, les gars. Ça va être une très belle Coupe du Monde. Et je vous préviens d'avance que malheureusement, pour la fin de la Coupe du Monde, il ne faudra pas compter sur moi, parce que je serai en festival malheureusement du 15 au 19 juillet. Donc j'aurai pas forcément mon PC avec pour regarder les matchs. Je vais essayer de voir les matchs. Je ferai peut-être une petite analyse. Je ferai peut-être une vidéo un peu quand tout ça sera tombé la semaine suivante. Après la finale le dimanche 19 ou 20 juillet, je pense. Mais voilà. En tout cas, merci de me suivre, pour ceux qui vont me découvrir avec cette vidéo. Et on se retrouve demain pour la prochaine. Passez une superbe soirée. Passez des bons matchs de foot si vous les regardez. Et prenez soin de vous. Ciao!